Bonjour Moussa Gattaher, c'est avec plaisir que Thomas Press vous reçoit après une longue période d'absence due notamment à vos activités politico-diplomatiques. L'ensemble de la rédaction de Thomas Press pour l'opportunité qu'il continue de nous donner pour nous exprimer sur les questions de l'heure et les questions qui nous tiennent à cœur aujourd'hui par rapport à la réalité de la zone. Et saluer aussi les lecteurs de Thomas Press avec qui j'ai eu une longue absence. Cela est dû au fait qu'avec l'évolution de l'organisation politique du MNLA, suite au congrès des Tanzawatan tenu les 8, 9 et 10 janvier 2013, des responsabilités m'ont été confiées et qui m'ont poussé parfois à m'absenter très longtemps de l'Europe. Et c'est ce qui justifie ce manque d'apparition aussi bien dans Thomas Press que dans d'autres médias. Mais ça ne change rien à ma disponibilité à chaque fois que c'est possible d'intervenir pour informer l'opinion nationale de l'Azawad et l'opinion internationale sur l'actualité de l'Azawad. Je ne manquerai pas de ça. De grandes manifestations viennent d'avoir lieu au camp des réfugiés de Mbera en Mauritanie en faveur notamment de l'Azawad et en soutien au MNLA que ces populations présentent comme leurs seuls représentants légitimes. Comment percevez-vous cette dynamique dans laquelle les populations de l'Azawad expriment encore plus fort et surtout de manière très claire leurs vœux? Euh, vous savez, la légitimité du MNLA ne fait plus l'ombre d'un seul doute, d'aucun doute. Qu'à Dieu ne plaise aux détracteurs du MNLA, qu'à Dieu ne plaise à ceux qui essayent de rendre illégitime le combat du MNLA. Aujourd'hui, le monde entier sait que derrière le MNLA, il y a tout un peuple, c'est le peuple de l'Azawad. Qu'il vit à l'intérieur de l'Azawad ou dans les pays limitrophes, nous avons une population importante qui est avec le MNLA, qui constitue la force populaire du MNLA. Et cela, nous n'en avons jamais vu. Et il y a eu effectivement des marches populaires hier à Mbera, dans le camp de Mbera en Mauritanie. Et cela nous a point du tout surpris parce que vous savez que la population azawadienne vivant en Mauritanie a été la première à se mettre debout avant même le déclenchement des hostilités qui nous ont opposés au Mali de janvier à avril, de janvier 2012 à avril 2012. Les populations azawadiennes vivant sur le territoire de la Mauritanie ont fait preuve d'une détermination inégalable quant euh, à la défense des idéaux de la révolution et au soutien populaire du mouvement. Vous avez remarqué aussi que les premiers membres du bureau politique à s'installer dans les pays voisins, c'est les membres du bureau politique qui ont pris du domicile à Nouakchott. Et grâce à leur travail, grâce à leur détermination, ils ont pu, dès le départ de la révolution, sensibiliser le maximum des populations azawadiennes vivant en Mauritanie. Le résultat aujourd'hui, c'est que dans tous les camps de réfugiés en Mauritanie, des missions ont été menées par les membres du bureau politique et les clubs de soutien. L'ensemble des populations vivant dans ces camps de réfugiés est régulièrement sensibilisé et informé de l'évolution politique de l'environnement. La manifestation d'hier, qui a mobilisé plusieurs milliers de personnes, dont des enfants, des femmes, des vieux, des jeunes, toutes générations confondues, a montré au grand jour la détermination du peuple de l'Azawad à ne jamais baisser les bras tant que les objectifs visés par le MNLA ne sont pas atteints. Il faut que les Mali sortent de ces leurs. Il
faut que le Mali arrête de chercher des solutions circonstancielles. Il faut que le Mali arrête de mentir aux yeux du monde. Il faut que les politiciens maliens acceptent d'affronter la réalité en face. Il ne sert à rien de faire des pseudo-commissions de négociation constituées d'individus connus par les Maliens et connus par les Azawadiens pour leur mauvaise foi et leur mauvaise volonté dans tout ce qu'ils entreprennent. Aujourd'hui, le Mali doit savoir qu'il n'est pas en guerre contre une, une quelconque partie de la population malienne. Il n'est pas en guerre contre les membres de la commission que lui-même a mis en place. Il est en guerre contre avec le MNLA. Le seul mouvement aujourd'hui qui est en état de belligérance avec le Mali, c'est bien le MNLA. Donc, si aujourd'hui il y a des discussions à faire entre le Mali et qui que ce soit, c'est entre le Mali et le MNLA. Donc, la réalité est là. Il faut l'affronter en face ou alors, au risque de ne pas l'affronter en face, on va inévitablement aller vers une dégradation de la situation et une réactualisation du conflit. Chose que nous ne souhaitons pas, mais que le Mali est en train d'occasionner à travers la sourde oreille dont il est en train de faire preuve aux appels incessants et du MNLA et de la CEDEAO et de la communauté internationale pour aller à la recherche de solutions politiques. Peut-être que j'ai dépassé le cadre de votre question, mais c'était important pour moi de dire qu'au-delà de l'aspect du soutien populaire dont ont fait preuve les populations des Béra hier, c'est l'ensemble des populations réfugiées au Burkina Faso, en Mauritanie, en Algérie, qui tous les jours demandent que leur seul défenseur légitime, leur seul représentant légitime, c'est bel et bien le MNLA. Le Mali a le choix de l'accepter, de le comprendre tel quel, ou de le nier, et alors il s'attrapera la réalité en pleine figure. Justement, concernant les démarches de Réunion du Mali, il avait mis en place il y a quelques semaines une commission dite de réconciliation. Pour réconcilier qui, on ne sait toujours pas. Et hier, le folklore a continué avec notamment la création d'un mouvement appelé Plateforme Kartamachek pour l'unité nationale du Mali. Que pense les MNLA de tous ces ballets théâtrales? Vous savez, je parlais tantôt du refus du Mali à affronter la réalité en face. Je pense que le devoir politique du Mali doit lui imposer un devoir d'affronter les vrais problèmes et de chercher les vraies solutions. Quand on voit déjà la manière dont cette commission malienne a été choisie, quand on voit ceux qui figurent dans cette commission, quand on voit les discours de ceux qui sont dans cette commission, on sait à l'avance que les choses sont mal parties. Mais à la limite, moi, je peux même vous dire, ça ne nous regarde même pas que le Mali mette qui il veut dans sa commission, que le Mali utilise qui il veut pour arriver à ses fins. Nous, on n'a aucun a priori ni aucun jugement à porter sur cette commission. Ce qui importe pour nous, c'est qu'au moment où la CEDEAO nous a demandé d'aller sur la voie du dialogue, au moment où la communauté internationale nous a demandé d'aller sur cette voie, nous avons répondu positivement et favorablement à cet appel. Au moment où le Mali commence seulement maintenant à mettre en place cette soi-disant commission de réconciliation et de dialogue, nous, au MNLA, ça fait plus de 6 mois que nous avons remis notre commission de négociation au médiateur de la CEDEAO, M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso. Nous lui avons remis également notre plateforme politique.
et notre projet de société que nous comptons décider avec le Mali au moment venu. Donc, nous sommes acquittés de ce devoir envers nos partenaires, aussi bien de la CEDEAO que de la communauté internationale. Maintenant, aujourd'hui, la communauté internationale, aussi bien que la CEDEAO, aussi bien que les médiateurs de la CEDEAO, sont en train de se rendre compte que le Mali est en train de chercher à saboter cette initiative internationale de privilégier le dialogue. Le président malien a pratiquement dit à deux niveaux que la médiation du Burkina Faso ne lui convenait pas. Il a dénigré toutes les démarches que le médiateur de la CEDEAO a déjà entrepris. Il s'est même permis de dire à plusieurs reprises que le président du Burkina Faso, médiateur de la CEDEAO, s'est trompé dans la médiation. Alors, nous pensons que c'est à la CEDEAO et aux médiateurs de tirer toutes les leçons de la mauvaise volonté du Mali, de, de, de comprendre que le MNLA aussi a ses limites qu'il ne peut pas dépasser, et que sur le Mali, malgré toute la bonne volonté du MNLA, malgré les appels de la communauté internationale, malgré l'implication que Dieu seul sait, cette implication du médiateur du Burkina Faso a été franche et sincère, si malgré tout ça, le Mali ne veut pas aller vers le dialogue, alors il y a mille solutions. Nous n'allons pas continuer à renoncer étape par étape à nos idéaux, à nos objectifs, et nous sommes loin de renoncer. Donc si le Mali pense que c'est avec la force, c'est avec les armes, et c'est avec la composition des milices, c'est avec les exécutions des civils qui comptent trouver une solution au problème de la Zouad, nous allons répondre exactement avec les moyens qu'il faut et la méthode qu'il faut au moment venu. Maintenant, vous savez, j'ai juste un mot à dire par rapport à cette commission malienne. Nous avons, selon nos informations, des personnes dans cette commission malienne qui sont ici des milieux mafieux, terroristes, des milieux de narcotrafic, des putschistes, toutes sortes d'ingrédients, et ce sont les mêmes ingrédients aujourd'hui que le Mali essaie d'utiliser dans cette commission, c'est les mêmes ingrédients que le Mali a utilisés pour provoquer la situation chaotique que vit aujourd'hui la Zawad et le Mali. On ne peut pas utiliser les mêmes personnes, les mêmes responsables qui ont fait autant de mal au Mali qu'à la Zawad, qui ont été la cause de la situation que vit aujourd'hui l'ensemble de la région. On ne peut pas, avec ces mêmes personnes, ces mêmes responsables, on ne peut pas construire l'avenir. On ne peut pas construire la paix, on ne peut pas construire la réconciliation. La réconciliation, l'avenir doivent se construire avec les nouveaux responsables, conscients de leurs responsabilités par rapport à l'avenir, de leurs responsabilités par rapport à leurs engagements et de leurs responsabilités vis-à-vis non seulement du peuple malien, mais aussi de la communauté internationale. On ne peut pas faire appel à des gens qui ont été impliqués dans le terrorisme, qui ont été impliqués dans le narcotrafic, qui ont participé avec Sanogo dans le putsch du 22 mars 2012. On ne peut pas utiliser ces gens-là pour dire que c'est avec eux qu'on va aller à un dialogue sincère et à une résolution politique du conflit. Vous savez, rien ne nous surprend plus de ces autorités. Vous savez que nous avons affaire à pas plus ou moins à un État voyou qui est en train d'utiliser des pratiques d'État voyou, c'est-à-dire des pratiques qui consistent à coopter des individus pour les monter contre les communautés. Mais heureusement,
nous savons tous de qui il s'agit, des quelques soi-disant Touaregs à qui l'État malien a demandé de faire ce coup de théâtre sont connus par le peuple de l'Azawad. Ils sont connus par l'ensemble du peuple de l'Azawad et particulièrement par la communauté dont ils disent qu'ils sont aussi, c'est-à-dire la communauté Touareg. La plupart, c'est des élus qui ont servi tous les régimes du Mali, c'est-à-dire ils ont été élus pendant, soi-disant élus en tout cas, pendant les régimes de Moussa Traoré, pendant les 2 mandats d'Alpha Konaré, pendant les 2 mandats d'Yaku. Et déjà cela prouve que c'est des Touaregs de service, c'est-à-dire des Touaregs que l'État malien a toujours utilisés pour bâillonner leur propre peuple. Ils savent qu'ils n'auront plus jamais cette occasion parce que le peuple d'Azawad est devenu mature et averti sur beaucoup de choses, particulièrement sur la chose politique. Ces individus sont aujourd'hui aux abois parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de place dans la chose politique de l'Azawad. Ils ont trahi leur peuple. Ils ont participé à sa domination, à son oppression, à ses exactions. Donc, ils n'ont plus de place qu'à Bamako, à côté des bourreaux du peuple d'Azawad. Ce mouvement, soi-disant, est un mouvement mort-né. Il ne va pas survivre à plus d'une journée d'activité. Sa seule existence, c'est la journée d'hier, ils ont pu intervenir sur quelques médias pour dire qu'ils existent. Mais nous savons qu'ils n'existent pas. D'ailleurs, la preuve est que cette initiative ne vient même pas d'eux. Nous savons de qui elle vient. C'est un maire de Bamako qui s'appelle Moussa Mara, le fils d'un ancien dictateur au temps de Moussa Traoré, Joseph Mara, un officier qui fait partie de ceux qui ont massacré notre peuple dans les années 1963. Et c'est ce maire qui a réuni ces quelques Touaregs pour leur dire de monter ce mouvement. En tout cas, nous leur disons qu'ils peuvent faire leurs machinations à Bamako, mais le territoire de la Zoar leur est désormais interdit jusqu'à nouvel ordre et que l'avenir de la Zoar se construira avec des hommes neufs, des esprits neufs et des esprits saints. On ne peut pas se battre pour un peuple pendant tout ce temps et accepter que son avenir soit confié à des corrompus qui ont piétiné un à un les corps des cadavres de nos cadavres pour arriver à quelques malheureux sièges politiques auxquels ils s'approchent et ils sont prêts pour les préserver à vendre un à un les organes. Nous invitons l'ensemble du peuple de la Zovate à ne ménager aucun effort pour que ces individus n'aient plus aucune chance d'accéder ni au territoire de la Zawad, ni à l'avenir politique de notre pays. C'est tout ce que nous avons à dire pour le moment. Nous, on ne se laisse pas distraire par des scénarios dignes d'un film de Hollywood. On ne se laisse pas distraire par des individus qui sont prêts pour protéger leurs fins, qui sont prêts à vendre l'avenir de tout un peuple. L'avenir de la Zawad n'est plus au marché. Les acquis de notre révolution ne sont pas monnayables. Le sang de nos martyrs ne sera exploité par personne. Et la Zawad vivra triomphant avec la détermination de chaque fille, la voix de chaque fils de la voix. Par rapport au devenir politique de l'Azawa dont vous parliez tantôt, en fin mars dernier, les MNLA, en compagnie des représentants de la société civile de l'Azawad, avaient nommé
Mohamed Galbessati comme administrateur civil de la région de Kidal. La mise en place de l'administration continue également dans la région. Pouvez-vous en revenir pour nos lecteurs? Effectivement, le MNLA n'a rien changé à sa démarche et à sa détermination de continuer à administrer et à sécuriser l'ensemble des zones de contrôle. Depuis que nous avons repris le contrôle de certaines villes, notamment les villes de Kidal, les villes de Tessalit, les villes d'Adelho, les villes d'Inchalim, euh, les camps, les anciens camps, la Méchache. Depuis que nous avons repris le contrôle de ces zones, nous avons immédiatement pensé qu'il faut tout de suite permettre à la vie politique, administrative et sécuritaire de continuer. Nous nous sommes engagés depuis lors à asseoir un début d'administration des services de sécurité et des services administratifs à la hauteur des attentes de notre peuple. C'est ainsi que le MNLA, le Conseil consultatif et les élus, les notables du patriarche de la Zawad ont porté leur choix sur M. Mohamed Ali Al-Sabi pour jouer le rôle de gouverneur et de coordinateur administratif de l'ensemble de la région de Kidal. Cette décision va dans le cadre d'une politique de gestion administrative et politique que nous avons engagée. Nous allons la continuer. Nous pensons qu'il est de notre devoir de permettre à la population de l'Azawad qui vit dans les zones, dans les villes que nous contrôlons, d'avoir une vie civile normale. Il faut permettre aux populations de l'Azawad d'avoir accès aux documents administratifs, de pouvoir faire des naissances à leurs enfants, de pouvoir se faire recenser, par exemple, ou tout simplement de trancher des litiges. Autant de missions qui sont celles de l'administration aujourd'hui. Dans le même cadre, nous venons de terminer la mise en place de la brigade territoriale de la gendarmerie dans la ville de Kidal et la mise en place d'un commissariat central dans la ville de Kidal. Cela aussi, c'est pour rapprocher le maximum les populations des services sécuritaires. Au-delà de l'armée, il y a des services de sécurité qui sont encore plus aptes pour la sécurité individuelle et collective de nos populations. Et nous allons continuer dans ce sens. Dans les prochaines semaines, nous allons installer une brigade de gendarmerie, un commissariat ou un poste de police dans chacune des villes que nous contrôlons. Les autres services administratifs également vont être mis en place. Nous venons de mettre également en place à Kidal un percepteur général des recettes des taxes dans la région de Kidal. Nous allons installer les mêmes structures dans les autres villes et villages dans les prochaines semaines. C'est ainsi que nous voyons le projet de société de l'Azawad et l'IMNLA. C'est ainsi que nous pensons que l'avenir de l'Azawad pourra se construire. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour que aucun Azawadien ne regrette l'absence du maître. Nous allons mettre à la disposition de chaque Azawadienne et de chaque Azawadien un service administratif à la hauteur de ses enfants. Nous allons instaurer un État démocratique dans l'Azawad. Nous allons instaurer une politique démocratique, égalitaire et juste à l'endroit de chaque Azawadienne et de chaque Azawadien. Dans le domaine de la sécurité toujours, la semaine passée, un attentat suicide a eu lieu à Kidal et avait pour cible des soldats tchadiens. Thomas Press a essayé d'en savoir plus, mais nous a fait comprendre que la gendarmerie continue toujours les enquêtes. Avez-vous du nouveau? Vous savez, vous-même vous parlez d'enquête.
Alors, vous parlez d'un domaine qui n'est pas le mien. Effectivement, les enquêtes sont menées par les services de la gendarmerie fidèle et aussi par les services de la police du commissariat central, en complémentarité avec les enquêtes des autres partenaires présents dans la région, puisqu'ils ne sont pas seuls dans la région. Il y a aussi les Tchadiens qui malheureusement font partie des victimes de cet attentat. Il y a les Français. Nous avons mis en place dès le départ un système de concertation tripartite pour la sécurisation de la région. Donc, les enquêtes continuent leur chemin. Je ne vais pas m'avancer plus, mais je me ferai certainement le plaisir de donner des informations dès que les enquêtes s'affirment. Mais les enquêtes, suite aux échanges que j'ai eus avec les services de la gendarmerie, rien que dans la journée d'aujourd'hui, ont déjà permis la localisation de quelques individus qui sont soupçonnés d'être proches ou d'être au courant quand même de quelque chose, et ces personnes sont à la disposition de la gendarmerie et les enquêtes continuent leur chemin. Nous avons aussi mis en contribution l'ensemble de la population parce que il y a des indices qui peut-être, je pense, vont faciliter les enquêtes parce que la tête de ce kamikaze a été retrouvée intacte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas subi de dommages. Et alors, certainement, si cette personne est de la région, qu'elle a été vue avant sa mort dans la ville, il y aura certainement quelqu'un qui pourra les reconnaître et ça va faciliter les choses. Mais nous sommes convaincus, nous sommes sûrs que ces enquêtes vont aboutir à des informations précieuses pour que de tels actes ne surviennent plus jamais dans cette ville. Vous savez que des attentats, on en a déjà été victime, chacun n'a pas été les premiers à en être victime, et nous avons sécurisé quand même au maximum la ville de Kidal. Et la preuve de la capacité de sécurisation des forces yéménites dans la ville, c'est que cette fois-ci, le seul endroit où les kamikazes a pu se faire exposer, c'est au marché. Sinon, toutes les autres affaires de la ville désormais sont complètement sécurisées et il ne peut plus y avoir de tels actes. Mais le marché, vous savez, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde et le MNLA n'a pas voulu euh, continuer les fouilles et les routines de fouilles dans le commerce et tout ça pour ne pas perturber la population. Et nous avons compté sur la population qui avait pris l'engagement de signaler toute personne suspecte ou toute assistance suspecte. En tout cas, les enquêtes continuent leur chemin. Juste pour dire dans ce cadre-là, qu'au nom du MNLA et au nom du CTA, nous présentons nos plus vives condoléances à l'endroit des familles des soldats tchadiens qui ont été victimes dans cet attentat, nos condoléances au peuple tchadien, aux frères d'armes de ces soldats, qui sont les soldats tchadiens, et que nous partageons avec eux cette douleur. Nous allons nous investir au maximum pour que de tels actes ne se produisent plus et nous faisons confiance au partenariat qui est entre le MNLA et les soldats tchadiens que nous allons certainement renforcer dans les jours à venir. Revenons, si vous permettez, à la cohésion sociale dans l'Azawad. Il y a quelques semaines, une énième organisation autoproclamée représentante des Arabes de l'Azawad s'est réunie en Mauritanie pour apporter son soutien au Mali. Qu'en pensez-vous? Vous savez, je pense que toute communauté ou tout groupe de personnes a le droit de se réunir et de prendre des initiatives, euh, que ce soit politique, qu'elles soient politiques ou associatives. Nous ne voyons pas du tout des mauvais œil les échanges communautaires ou intercommunautaires entre les populations de la Zoad. Nous n'avons
aucun jugement à porter à l'endroit d'aucun groupe ou d'aucune communauté de la zone. Au contraire, nous encourageons au maximum les échanges intercommunautaires, les discussions entre les communautés, les concertations internes aux communautés. Et le MNLA est d'ailleurs prêt à accompagner toutes les communautés de l'Azawad qui souhaitent se réunir pour discuter des problèmes engageant leur vie de tous les jours. Par contre, nous refusons au sein du MNLA toute logique ethnique dans notre combat. Nous pensons que le MNLA se bat pour l'ensemble des populations de l'Azawad. Malgré tout ce qui se dit sur nous, nous allons continuer à nous battre pour toutes les populations de l'Azawad. Nous ne ferons jamais la différence entre les Azawadiens. À l'exception des Azawadiens qui d'eux-mêmes et de leur propre gré vont décider de combattre les MNLA ou de combattre les Azawad tout simplement. Nous pensons aujourd'hui que l'important, ce n'est pas que la communauté arabe ou la communauté touareg ou la communauté Peul ou Soreil se retrouve seule quelque part pour discuter. Si une communauté aujourd'hui pense qu'elle a des idées, le MNLA est largement ouvert pour recevoir toute suggestion, toute proposition de l'ensemble des communautés de la zone. Maintenant, les personnes qui se sont réunies en Mauritanie disent qu'elles se sont réunies pour la cohésion de la communauté arabe, s'engagent à être une des communautés maliennes. Bon, vraiment, nous n'avons pas grand-chose à dire là-dessus. Nous connaissons beaucoup d'Arabes qui sont avec le MNLA. Nous connaissons beaucoup de membres de cette communauté qui sont derrière le MNLA, qui soutiennent le MNLA. Donc, pour le respect que nous avons aux Arabes qui sont pour un Azawad libre et indépendant, pour le respect que nous avons aux combattants de cette même communauté qui sont pour un Azawad libre et indépendant, nous ne portons aucun jugement et nous laissons le peuple d'Azawad juger chacun par ses gestes, ses actes et sa responsabilité. Enfin, si ce n'est trop privé, pouvez-vous nous donner une brève image des actions diplomatiques internationales qu'entreprend le MNLA en ce moment? Pas du tout, pas du tout. Il n'y a rien de privé au sein du MNLA. Le MNLA est un mouvement qui se bat pour tout un peuple. Et le peuple de la zone doit être au courant de toutes les initiatives que le MNLA prend dans ce sens-là. Depuis le dernier congrès qui a eu lieu en janvier 2013 à Tinzaouaten, une nouvelle équipe a été mise en place. Un nouveau conseil de transition de l'État de la zone a été mis en place. Des cahiers de charges ont été, des feuilles de route ont été donnés à chaque département et à chaque titulaire d'un département au sein du CTA. Et je peux vous affirmer que chaque membre du CTA est en train de se battre dans son département pour arriver au résultat des missions que lui a assignées le peuple de l'Azawad à travers le congrès de Tanzanie. Le mandat de ces membres du CTA vient seulement de commencer et déjà nous sommes en train de réaliser beaucoup des objectifs qui ont été assignés à chaque membre du CTA. Parmi ces acquis, nous pouvons parler déjà de tout ce dont on venait de parler, au niveau militaire, au niveau sécuritaire, au niveau de la lutte contre le terrorisme, au niveau de la mise en place progressive de l'administration. Au niveau international, nous avons aussi continué la démarche que nous avons engagée depuis janvier 2012. Je pense que certains membres du CTA ont été particulièrement remarqués dans leur action au niveau international. Nous avons sillonné
des dizaines et des dizaines de pays en un an. Nous avons rencontré des responsables politiques de plusieurs dizaines d'États. Nous avons animé des conférences dans plusieurs villes européennes, africaines, maghrébines et ailleurs. Le résultat de que tout ce travail est en train de se voir chaque jour. Nous avons aussi dans notre programme prévu une série de missions de sensibilisation à l'intérieur de la voie, parce que c'est extrêmement important. Il faut que chaque fois le peuple de la zone pour lequel nous nous battons soit imprégné de chaque pas que nous allons poser dans les avancées de ce que nous entreprenons. Dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, je sais déjà que l'actualité est focalisée sur les négociations politiques entre nous et les Mali. Mais je tiens à dire à l'opinion nationale de la Ouad que pour le moment, à ce jour, il n'y a aucune discussion entreprise entre nous et le Mali. Il n'y en a pas, à l'exception de la seule rencontre qu'on a eue autour des médiateurs du Burkina Faso avant l'offensive des groupes terroristes vers le sud. Donc aujourd'hui, notre priorité, c'est la sécurisation des populations de la zone qui sont particulièrement visées par les exactions de l'armée malienne, la sécurisation maximum des villes que nous contrôlons, la protection des personnes et leurs biens dans ces villes-là. Maintenant, il y a des programmes et des domaines dont on ne peut pas effectivement parler en détail, mais nous avons aussi une série de missions prévues à l'étranger. Les membres du CTA, les délégations du CTA sont attendus dans plusieurs pays pour continuer le travail diplomatique, politique du MNLA et de la ZAWAD auprès des différentes institutions, auprès des États. Je voulais juste ajouter qu'un élément quand même important, parce qu'il fait partie de l'actualité aujourd'hui, c'est un élément en rapport avec les droits de l'homme. Nous avons été pour la première fois reçus et nous avons pu participer à la 22e session des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. J'ai eu l'honneur d'être présent dans cette session des droits de l'homme et j'ai eu le privilège de rencontrer pratiquement l'ensemble des représentations des organisations des droits de l'homme, aussi bien des Nations Unies que d'autres organisations, à qui j'ai apporté la situation humanitaire et des droits de l'homme dans la zone, avec qui j'ai partagé les deux réalités du moment, c'est-à-dire les exactions que l'armée malienne est en train de commettre sur les civils de la zone, mais aussi les rappeler que les Touaregs et les Arabes et les Peu d'ailleurs maintenant, même les Soraïs aussi désormais, donc les populations de la Zawad n'ont pas commencé à être exécutées par l'armée malienne seulement en 2012. J'ai eu l'occasion unique de parler des exactions contre les populations de la Zawad de 1963 à aujourd'hui. Et dans ce sens-là, nous avons mis en place une organisation indépendante du MNLA pour que le caractère politique ne soit pas une encombre pour cette organisation. Donc désormais, il y a une coordination internationale de défense des droits du peuple de la zone qui a été mise en place grâce à des amis avocats à travers les différents pays au niveau international. Et cette coordination sera désormais invitée à toutes les occasions où se réuniront les organisations des droits de l'homme et à toutes les cérémonies, pas des cérémonies, mais à toutes les sessions des droits de l'homme des Nations Unies. Moussa Gattaher, merci d'avoir rejoint Thomas Press.